Au sommaire de ce journal, plusieurs civils opérant comme policiers et agents 5 chiffres au commissariat urbain de Mongafula ont été démasqués. Deux d'entre eux ont été appréhendés et d'autres volatilisés au cours d'une opération menée par le département de renseignements généraux du commissariat provincial de la Penn-Ville de Kinshasa. Ces deux civils ont avoué être recrutés et affectés sans avoir suivi aucune formation. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Israël Kontou, a encouragé la population à collaborer avec la police pour lui permettre d'appréhender les faux policiers en cavale. À plus de 300 km de la ville de Kinshasa, une centaine de miliciens Mobondo a rendu les armes et quelques munitions aux forces armées de la RDC en présence du ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tamboué, dans sa mission de supervision au Grand Bandundu. L'envoyé spécial du chef de l'État a interpellé ceux qui tentent d'instrumentaliser le conflit entre les communautés Teke et Yaka DCC afin de mettre fin à ces conflits qui a tant duré. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les développements. Nouvelle édition d'information sur Bosolo TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition du journal par cette information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce mardi 27 janvier à l'inauguration de l'université de Kananga au Kasaï central. Plusieurs officiels ont été présents lors de cette grande cérémonie. Par ailleurs, les bénéficiaires de ce bijou ont été appelés à s'abstenir contre tout mouvement allant dans le sens de vandaliser les efforts qui ont été consentis jusqu'ici. Les commentaires de Jude Kalombo rendus pour vous par Julia Kamonia. Au cours de son séjour dans la ville de Kananga, le président de la République a inauguré ce mardi 27 janvier le nouveau campus de l'université de Kananga, UNICAN, dont la construction marque un nouveau souffle pour l'enseignement supérieur en RDC. Le nouveau campus moderne de Kananga, doté d'une capacité d'accueil de 3500 étudiants, comprend des bâtiments administratifs et facultaires, des laboratoires ainsi que des auditoires modernes conçus pour répondre aux standards du système LMD. Le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, a profité de cette occasion pour rassurer l'auguste assemblée que sa province reste mobilisée afin de préserver l'intégrité territoriale. Cependant, l'autorité provinciale a salué l'abnégation du président de la République qui offre aujourd'hui une université à la jeunesse du Kasaï central. Pour lui, cette infrastructure vient donner de l'espérance et de la dignité à cette jeunesse qui va dorénavant construire son avenir. Notre province demeurera pleinement mobilisée pour la défense de l'intégrité territoriale. Par cet acte, vous offrez à la jeunesse du Kasaï central l'espérance, la dignité et les moyens de construire son avenir ici. L'UNICAN, ainsi que bien d'autres, devient la tranchée intellectuelle contre la balkanisation mentale de la jeunesse. La patronne de l'enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a interpellé les bénéficiaires de cette infrastructure à éviter la négligence et à s'éloigner du vandalisme qui risquerait d'essuyer ces bijoux. Je vous appelle à une vigilance de chaque instant. Ne permettez pas que la négligence, le vandalisme ou la paresse ne viennent souiller ces bijoux. Après ces discours, le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique, suivi d'une visite guidée de cet alma mater composé de 16 auditoires, de 200 places chacun, ainsi que de 14 laboratoires, dont 7 pratiques et 7 théoriques. L'université compte également un restaurant d'une capacité de 200 personnes. Cette infrastructure concrétise l'engagement du président de la République d'offrir à la jeunesse congolaise des conditions d'études et des recherches à la hauteur de ses ambitions. La République démocratique du Congo se dote d'un nouvel outil de prévention de crise. Le ministère de l'Intérieur, Jacques Machabani, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction de risques de catastrophe, Kamal Kishore, ont lancé officiellement ce mardi à Kinshasa le système d'alerte précoce pour tous lors d'une conférence de presse conjointe marquant une étape clé dans le renforcement de la sécurité et de la protection de populations. Reportage.
La République démocratique du Congo franchit un nouveau pas dans la prévention des crises humanitaires. Les ministres de l'Intérieur Jacquemain Chabani et les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies ont lancé officiellement le système d'alerte précoce pour tous lors d'une conférence de presse conjointe tenue à Kinshasa. Le ministre Chabani a souligné l'importance de renforcer la coopération entre le gouvernement et les partenaires internationaux pour améliorer la sécurité et bénéficier d'un accompagnement technique et logistique. Il a rappelé qu'une feuille de route gouvernementale est déjà finalisée pour la prise en charge des villes occupées. Au niveau du gouvernement, nous avons déjà finalisé aujourd'hui une feuille de route qui va permettre à ce que, au moment voulu, nous puissions poser les actes d'autorité qui vont permettre à ce qu'on prenne en charge les villes que vous avez citées, Goma et Bukavu. Ce qui a permis aussi aujourd'hui, je crois que nous sommes en train de le constater, depuis que Uvira n'est plus une zone occupée, qui a permis une prise en charge plus ou moins encadrée et accompagnée, qui fait que nous ne ressentons pas aujourd'hui des événements macabres après le départ des forces d'occupation. La dynamique dans laquelle nous sommes, nous avons réussi à mettre en place d'abord une stratégie qui a identifié effectivement un certain nombre de préoccupations et de défis. De son côté, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU, Kamel Kishor, a présenté ce système comme un outil stratégique destiné à réduire les risques et catastrophes, sauver des vies et renforcer la stabilité dans tous les pays. Au cours de la conférence, les deux responsables ont répondu aux questions de journalistes sur le fonctionnement du dispositif et ses objectifs. Le ministre Chabani a également annoncé la tenue ce mercredi d'un atelier national sur le système d'alerte précoce destiné à former les acteurs locaux et les parties prenantes. Les autorités estiment que ces lancements constituent une étape majeure pour la prévention de crises et la protection des populations, tout en renforçant la coopération entre la RDC et ses partenaires internationaux dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques. Il y a exactement un an, la ville de Goma basculait dans l'une des pages les plus sombres de son histoire. Le 27 janvier 2025, après des violents combats, le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, prenait le contrôle de la capitale provinciale du Nord Kivu, plongeant ainsi la vie de citoyens dans un désastre humanitaire inédit. Edouard Chama nous retrace le fait. Il y a un an, le 27 janvier 2025, la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, tombait aux mains du groupe armé M23. Une bataille meurtrière qui a coûté la vie à près de 3000 personnes et marqué les débuts d'une occupation brutale soutenue par près de 4000 soldats rwandais. Depuis la prise de Goma, l'AFC M23 impose un régime de terreur. Les habitants subissent des ratissages, des arrestations arbitraires et une injustice expéditive. Les forces rebelles ont mis en place leurs propres tribunaux, remplaçant un système judiciaire déjà fragile. Les ONG locales et internationales dénoncent l'existence des centres de détention secrets où des cas de torture et d'exécution sommaire ont été signalés. Les rues de Goma, autrefois animées, sont désormais désertes dès la tombée de la nuit. Le président rwandais Paul Kagame est accusé de saper les processus de paix. Malgré les négociations menées sous l'égide des États-Unis et du Qatar, les combats se poursuivent. En décembre 2025, l'AFC M23 a lancé une nouvelle offensive sur la ville stratégique d'Uvira, au sud Kivu, avant d'être contraint de battre en retraite sous la pression internationale. À Goma, la vie quotidienne est devenue un cauchemar. Les banques sont fermées, les salaires ne sont plus versés et les francs congolais a été remplacé par le franc rwandais sur le marché. L'aéroport est inutilisable et les commerces avec le reste du pays est quasi inexistant. Les fonctionnaires privés des revenus errant son travail. Certains sont contraints de suivre des formations idéologiques imposées par la FCM 23.
Les familles survivent grâce à leurs économies, désormais presque épuisées. Un an après la chute des Goma, la situation reste bloquée. Les pourparlers des peu piétinent et les habitants, pris en étau, tentent de survivre dans une ville où les libertés fondamentales ont disparu, tandis que l'occupation du M23 à Goma continue de peser lourdement sur la vie quotidienne, laissant une population prise au piège en insécurité, pauvreté et absence de perspectives. Et dans le cadre de sa mission de supervision au Grand Bandundu, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a salué le courage d'une centaine de miliciens Mobondo ayant remis leurs armes aux forces armées de la RDC. La cérémonie s'est déroulée au village Itumba-Nangagba, dans le secteur de Nganda, Bangala, situé à plus de 300 km de Kinshasa. Parmi les armes déposées figuraient 2 AK-47, un RPG-7, 2 chargeurs garnis et quelques munitions. Dans son allocution, l'envoyé spécial du chef de l'État a également interpellé ceux qui tentent d'instrumentaliser les conflits entre les deux communautés. Ce que nous voulons, c'est la paix. Vous me parlez tous du mauvais état de route, de barrières et autres. Avec cette insécurité, comment voudriez-vous que les routes soient réhabilitées? Le chef de l'État vous aime beaucoup. En nous envoyant ici, il veut la fin de ces conflits qui a tant duré. En quittant ici, nous emporterons ceux qui voudront se rendre. Quant à ceux qui continuent d'exécuter les ordres des instigateurs à Kinshasa, ils trouveront l'État sur leur route. Ne vous laissez pas intimider. Après Tumba Nangagba, le ministre délégué a poursuivi sa mission dans le village Canada et Bolingo après avoir sensibilisé les habitants de villages Mimpe et Betani, toujours dans le groupement de Nganda Bangala. Une délégation mixte de l'Union européenne et de la police nationale congolaise venue de Kinshasa a rencontré le gouverneur militaire en mardi 27 janvier 2026. Dans son cabinet de travail, ils ont présenté l'objet de leur mission inscrite dans le cadre de la réforme de la police. Sarah Mugisa nous en dit plus. Sortir de l'audience, Madame Aurore Descanières, attachée des coopérations de l'Union européenne, a circonscrit le cadre de la mission. Aujourd'hui, nous sommes venus avec la délégation de la police nationale congolaise soutenir les différentes activités de réforme et surtout de formation qui sont en cours actuellement dans la province. Précisément une mise à jour de la formation des officiers de police judiciaire. Mais aussi, nous sommes venus voir comment se passe le recrutement des nouvelles recrues de la police nationale congolaise et préparer leur formation de base pour le restant de l'année 2026. Partenaire engagé, l'Union européenne réaffirme son soutien au gouvernement congolais pour l'année 2026. Nous allons continuer exactement les appuis qui sont en cours, c'est-à-dire avec la police, appui au recrutement et au renforcement du maillage de la présence policière dans les zones civiles, avec de la construction de commissariats pour renforcer la présence et aussi évidemment avec de l'équipement. Les commissaires divisionnaires Vital Awachango, à côté du commissaire divisionnaire Sylvano Kassongo, s'est félicité du bon déroulement du recrutement en Ituri avec plus de 300 candidats ayant participé au concours lors de la première session. La campagne a été vraiment efficace et nous avons eu l'engouement des jeunes. Et la prochaine fois, il faudrait quand même qu'ils continuent. Et nous remercions la population, nous remercions les autorités pour l'accompagnement dans cette voie. Rappelons que depuis l'avènement de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni appuie la police nationale congolaise de fond en comble dans sa mission aux côtés des FARDC dans la protection de la population et ses biens. Il est également impliqué dans le projet du corridor vert en République démocratique du Congo, axé sur la protection de l'environnement et le développement durable. La famille du fait Amos Baraka, ex-chef du groupe armé CRP, a restitué plus de 2,603 milliards de francs congolais à la coopérative Le Palmier après l'attaque meurtrière attribuée au groupe armé CRP de Thomas Lubanga. Cet acte est vivement salué par les autorités provinciales qui appellent une fois de plus le jeune à tourner le dos aux groupes armés. Le détail dans ce reportage.
2 603 800 000 francs congolais, soit 946 000 $ américains. C'est les montants restitués par la famille du feu Amos Baraka à la coopérative Le Palmier. Selon l'avocate de la famille de l'ex-chef rebelle de CRP, Maître Sabina, cet acte délibéré a été posé pour sauver l'honneur de la famille ainsi que celui du feu Amos Baraka. Nous confirmons l'intention de cette famille de bien vouloir retourner cet argent-là. C'est ainsi que nous avons saisi l'autorité politico-administrative pour parvenir à cette fin. Le responsable de la coopérative Le Palmier a de son côté remercié la famille pour ses gestes, tout en saluant le sens du professionnalisme dont fait preuve les gouverneurs militaires en toutes circonstances. Nous ne manquerons pas vraiment à réitérer encore nos remerciements à la famille de Baraka Amos, surtout pour la bonne foi. Au gouverneur militaire, nous disons coup de chapeau. Et c'est la preuve que nos services fonctionnent normalement et que nous avons un beau gouverneur qui a les soucis de sa population. À son tour, le gouverneur militaire a salué les gestes responsables et patriotiques posés par la famille du feu Baraka. À cette occasion, il a une fois de plus appelé les jeunes à se désolidariser des groupes armés. Et je demande à tous nos jeunes, regardez la famille de Baraka. Ils ne veulent pas du péché. Vous aussi les jeunes qui êtes là en train de souffrir pour rien, ça fait 2 mois que vous n'allez pas à l'école. Thomas veut arrêter votre avenir. Faites comme cette famille. Et je répète le message, je vais te faire arrêter. Thomas, je vais te faire arrêter. Où que tu sois, j'ai tout organisé. J'ai tout documenté pour que tu sois arrêté. Notons que c'était le 19 juillet 2025 que la Jeep de la coopérative Le Palmier était tombée dans une embuscade tendue par le groupe armé Zaïre dans la zone de Mabanga. Le présumé auteur de cet acte ignoble se trouve actuellement entre les mains de l'auditorat militaire afin que justice soit rendue. Comme annoncé au sommaire, 2 faux policiers ont été appréhendés au cours d'une opération menée par le département de renseignements généraux du commissariat provincial de la PNC dans la ville de Kinshasa. Au commissariat urbain de Mongafula, parmi eux, 2 civils opérant comme policiers ont avoué avoir été recrutés et affectés sans avoir suivi aucune formation. Suivez. Le commissariat provincial de la PNC ville de Kinshasa a procédé à l'arrestation de quelques faux policiers dans les commissariats urbains de Mongafula. L'opération menée par les départements des renseignements généraux a appréhendé 2 d'entre eux et d'autres ont été volatilisés. Il s'agit de Dieudonné Wango Zolia, autoproclamé commissaire de la police et œuvrant comme commandant du sous-commissariat des Bel-Air, et Beni Mosei Pembele, se disant agent à 5 chiffres commis dans ce même sous-commissariat. Ces 2 civils opérant comme policiers ont avoué être recrutés et affectés sans avoir suivi aucune formation. Ils ne sont qu'un échantillon car depuis sa prise de ses fonctions, les commissaires provinciaux, le commissaire divisionnaire Israël Kantou ne ménage aucun effort pour débarrasser la police des éléments qui ternissent son image. C'est dans cette optique qu'il a encouragé la population à collaborer avec la police pour lui permettre d'appréhender les faux policiers en cavale. Donc la population de Mongafula a tant décrié l'insécurité, surtout dans les quartiers Massangambila, quartier Kimbuta et quartier Kimwenza Mission. Ces 2 éléments-ci sont excellés dans les exécutions, des arrestations arbitraires et des concussions même, voire même des amendes exorbitantes. Alors aujourd'hui, la collaboration entre population et police de ces coins-là a payé. Aujourd'hui, ils sont mis hors d'état de nuire. Je demande à la population de Mongafula de faire confiance à sa police, de continuer de collaborer et en échange des informations, surtout d'indexer les endroits où se cacheraient les autres qui sont à cavale.
La Cour d'appel de Haut-Katanga, siégeant en procédure de flagrance, a condamné lundi 26 janvier 2026 à Lubumbashi 3 magistrats de la Cour d'appel de Kalemi ainsi qu'un commerçant reconnu coupable de corruption. Dans son arrêt prononcé dans la soirée, la Cour a estimé que le ministère public avait établi en fait comme en droit le prévention de corruption mise à charge de tout le prévenu. Il s'agit des Antoko Maïkila Hervé, Asanga Kabalo Raphaël et Mbelela Christophe, magistrat à la Cour d'appel de Kalemi, ainsi que de Kafwimbi Kiwele Joseph, commerçant basé à Kalemi. Le peine prononcée à l'issue du procès, Zantoko Maïkila Hervé et Mbelela Christophe ont été condamnés chacun à 36 mois de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 400 000 francs congolais. À défaut de paiement dans le délai légal, ils devront purger 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Asanga Kabalo Raphaël a écopé de 15 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 francs congolais constants. En cas de non-paiement, ils encourent à 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Présenté comme l'auteur de l'influence exercée sur le magistrat Kafwimbi Kiwele Joseph, le commerçant a été condamné à 24 mois de servitude pénale principale assortie d'une amende de 200 000 francs congolais constants. Cette décision judiciaire est perçue comme un signal fort dans la lutte contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire à un moment où les autorités affirment vouloir restaurer la confiance du public envers la justice congolaise. La ville de Kinshasa a connu une nouvelle atmosphère ce mardi 27 janvier 2026. Sur plusieurs accès routiers, plusieurs voies sont restées quasiment désertes en raison d'un contrôle de documents de bord des engins roulants. Les agents de l'hôtel de ville déployés sur le terrain sont restés intransigeants quant au contrôle des documents. Les véhicules privés ont payé le prix tandis que de manœuvres ont été observées chez le transporteur en commun. On fait le point dans ce reportage signé Israël Toumba et Aristote Batouma. La ronde a commencé sur le boulevard du 30 juin à la hauteur du saut des moutons de Mandela où un contrôle s'effectue conformément aux instructions du gouverneur de la ville. Pour la plupart, les véhicules privés sont soumis au contrôle des documents dont la vignette, le permis de conduire, l'assurance et d'autres avant de faire passer un engin comme l'on peut le voir sur ces images. D'Isso de Mouton Mandela jusqu'à Kintambo Magasin, il est facile de s'imaginer une ville morte. Les véhicules sont moins visibles sur la chaussée. Au rond-point Magasin, il y a un autre poste de contrôle où quelques agents de services différents sont présents. Ici, les Wewa font la loi. La circulation se complique parfois à cause de ces derniers, ce qui nécessite l'intervention de la police. Des magasins. En passant par Bandal Molar, la situation est restée la même. Pas de congestion routière en raison du manque de véhicules en circulation. Approcher certains agents commis au contrôle des plans, hors caméra, les comportements des chauffeurs des transporteurs en commun, dont les sprinters. Les représentants qui n'est pas contre ces contrôles de l'autorité demandent au gouverneur Daniel Bumba de privilégier la paix. Les recouvrements volontaires, on ne pousse pas quelqu'un par contrainte. Ça veut dire que c'est à partir du 3e mois qu'on commence maintenant le recouvrement forcé. Alors quand on commence ça maintenant là, ça veut dire quoi? Donc c'est le gouverneur qui viole la loi de la République. Le gouverneur n'a pas de véhicule pour transporter la population. Sur le boulevard Triomphal, la circulation est fluide. Pas d'embouteillage, ni de marchés pirates, encore moins d'agents contrôleurs. Au niveau de la première rue Limété et sur boulevard Lumumba, on peut percevoir les agents commis au contrôle. Ici, la circulation est également réglée par des agents à travers la brigade d'assainissement de la ville. Le contrôle des engins comprend, entre autres, le contrôle des permis de conduire, la vignette par les services de la DGRK, mais également les contrôles techniques. Un constat est amer, plusieurs véhicules de transport en commun ne passent pas au contrôle. Seuls les véhicules privés sont pris d'assaut, suscitant notre curiosité.
La police de la circulation routière, qui n'a pas manqué de nous donner l'information, a formulé des demandes auprès des autorités pour des équipements tels que le bar de fer afin de barricader les engins et leur permettre de procéder à un contrôle adéquat. Autre chose à présent, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsélé est aujourd'hui en grande difficulté. La ferme avicole rattachée à la présidence de la République a suspendu ses activités depuis le 1er janvier 2026, laissant plusieurs agents sans emploi. Face au manque de financement, le travailleur lance un appel au président de la République pour sauver ce projet à fort impact socio-économique. Un reportage. Les domaines agro-industriels présidentiels de l'Antsélé traversent une crise majeure. La ferme 1, spécialisée dans l'aviculture, l'élevage des poulets de chair, couvoirs et abattoirs, a suspendu ses activités depuis le 1er janvier 2026. Propriété de l'État congolais et rattachée à la présidence de la République, cette ferme est aujourd'hui presque déserte. Des bâtiments vides, des équipements à l'arrêt, faute de financement suffisant. Le projet a été progressivement suspendu et les agents ont été mis en congé sans solde. Le DAIPEN n'est pas un projet étranger, mais qu'il appartient bel et bien à l'État congolais et est rattaché à la présidence de la République. Une situation préoccupante au regard de l'impact socio-économique considérable de ces domaines, jadis présentés comme un pilier de la sécurité alimentaire nationale. Face à cette crise, les travailleurs ont lancé ce mardi 27 janvier 2026 un appel pressant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il s'implique personnellement pour sauver les domaines agro-industriels présidentiels de l'Antsélé et préserver les emplois menacés. Malgré nos multiples SOS adressés aux autorités politiques, nos voix sont restées inaudibles. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il s'implique personnellement pour empêcher la fermeture définitive de DAIPEN et surtout concrétiser ses promesses faites lors de son passage le 14 avril 2022. Créé en 1966 sous le régime du président Mobutu, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsélé est un projet historique visant à moderniser l'agriculture et renforcer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, son avenir demeure incertain alors que de nombreux ménages dépendent directement de ses activités. L'accessibilité et l'insécurité dans le quartier Bibois 1, 2 et Passager dans la commune de l'Antsélé demeurent de préoccupations majeures pour la population de ce coin de la ville de Kinshasa. Lors de la descente de l'équipe de Bossolo Télévision, ses habitants ont lancé un cri de détresse auprès de l'autorité urbaine, lui demandant de résorber ces différentes difficultés. Bosco Kabamba et Chrétien Gaëmé. Le quartier Bibois 1, 2 et Passager dans la commune de l'Antsélé demeure l'un des coins le plus enclavé de la capitale. Pour atteindre ces milieux, il faut parcourir 2 kilomètres à pied ou utiliser uniquement la moto. Mais les coûts de ce moyen de transport restent très élevés. Dans ce quartier, la communication téléphonique est quasiment inexistante. La population est exposée à de nombreux cas d'insécurité. Visiblement, aucun poste de police n'est présent ici. Les dangers restent permanents. Ainsi, face à cette situation, la population rappelle au gouvernement son rôle régalien d'assurer la protection et la sécurité du peuple en tout lieu et en toutes circonstances. D'où ces cris. Il n'y a pas de souciates. Même si on te tue, qui parlera de toi? Qu'allons-nous faire? Qu'on meure? Pas de route, les conducteurs des motos refusent de nous transporter avec nos colis. La route est dégradée, pas d'eau potable ni d'électricité. Ces 3 choses nous rendent la vie très difficile et les motos aussi coûtent très cher. Il revient aux décideurs congolais de mettre en place une bonne politique de désenclavement de milieux reculés de la ville-province de Kinshasa afin de faciliter la mobilité dans les différents coins de la capitale.
Voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Bosco Kabamba, réalisée par Héritier Mutombo. Chrétien Gaëmé était à la prise de vue. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bossolo TV. Au revoir.